Patrimoine thématique tous les vendredis, c'est consacré donc à l'investissement dans l'art. On a d'ailleurs appelé ça l'art à la une et c'est avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée dans le monde de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Et on commence avec les actus. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille ? Alors forcément cette semaine c'était le grand retour d'Art Basel, habituellement organisé en juin. La foire s'est donc organisée cette année en septembre à cause de la Covid. C'est la plus grande foire d'art moderne et d'art contemporain au monde, avec des œuvres allant de 1945 à nos jours. Alors les 4 premiers jours étaient destinés aux VIP en preview et aujourd'hui cela s'ouvre au grand public avec un modèle hybride, car des œuvres sont présentes forcément à Bâle, mais aussi sur le site internet avec des expositions numériques. Et cela semble bien fonctionner, car The Art Newspaper indique que les marchands ont signalé des ventes stables dès le premier jour de la foire. Et puis les acheteurs européens à gros budget compensent le manque notable de collectionneurs forcément qui viennent des États-Unis et d'Asie. C'est amusant, même le monde de l'art se met finalement aux événements hybrides. Et alors, durant Art Basel, 2 artistes ont été récompensés, Sybille. Voilà, c'est par le prix The Baloise Art Prize. Alors, ils ont récompensé la Croate Anna Miletic et l'Américain Cameron Claiborne. Anna Miletic travaille surtout le textile, qui est une matière plutôt en vogue en ce moment. Et c'était d'ailleurs assez présent à Art Paris il y a 2 semaines. Et Cameron Claiborne, lui, travaille des œuvres très texturées, des sortes de grands cocons avec des perles de cheveux, du papier, du stuc et même des câbles métalliques. Alors les 2 artistes ont reçu le prix de 30 000 francs suisses, mais aussi leurs œuvres ont été acquises par la Baloise, qui va ensuite exposer leurs œuvres dans les deux grands musées européens, la Hamburger Bahnhof à Berlin et le Mudam à Luxembourg. Et alors dans l'art à la une, Sybille, vous aimez bien également mettre en avant les nouveaux espaces qui s'ouvrent à Paris, et l'une des plus grandes maisons de vente en ouvre un de plus à Paris finalement. Voilà, c'est Bonhams qui en fait réhabilite ses bureaux français en salle de vente, toujours rue de la Paix. Ils ont ouvert hier, mais la première vente aura lieu le 7 octobre. Ce sera une vente d'antiquités qui s'intitule De Luxor à Rome, voyage d'un passionné. Elle sera organisée au marteau de Catherine Yesch, directrice de Bonhams France. L'espace sert aussi de salle d'exposition pour les principales salles de vente qui sont présentes dans le monde entier. Bonhams est présent à Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong, Sydney et désormais à Paris. Et alors vous nous parliez tout à l'heure d'un événement hybride avec le côté physique ou le côté digital. Là, on va rester dans le numérique avec du coup de nouvelles entreprises qui permettent d'accéder à l'art différemment grâce au numérique justement, Sybille. Oui, alors je voulais vous parler de 2 initiatives intéressantes pour le monde de l'art. Tout d'abord, l'entreprise britannique Gertrude. Alors Gertrude, en hommage à la collectionneuse Gertrude Stein, elle propose un accès facile et abordable à une sélection d'œuvres d'artistes contemporains via un abonnement mensuel. C'est 50 pounds qu'il faut dépenser chaque mois pour un contrat allant de 3 mois à 18 mois maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de votre paiement permet ensuite d'acheter l'œuvre, si vous le souhaitez bien sûr. Les œuvres vont de 2 000 pounds à 12 000 pounds. Donc cette initiative permet de démocratiser l'art, mais aussi permet d'aider les artistes à construire et maintenir leur carrière, parce que 30 pounds chaque mois reviennent à l'artiste qui donne son œuvre en location. Ça veut dire que sur les 100% qu'on paye, 80% ensuite donnent droit à un crédit pour les dépenser sur une œuvre qu'on pourrait trouver sur le site, c'est ça ? Voilà, ils seront réutilisés pour pouvoir acheter l'œuvre. Et alors, il y a une autre entreprise, donc une autre initiative dont vous vouliez nous parler, qui est également britannique. Tout à fait, elle s'appelle Artistate. Elle est fondée par des galeristes et des avocats. Elle permet de fournir des conseils en succession. Donc, elle rédige des contrats types de collaboration pour les grandes familles de grands artistes, parce qu'ils ont surtout trouvé qu'il fallait particulièrement sauvegarder la réputation et l'image des artistes qui n'étaient pas assez considérés dans les contrats de succession. Alors bien sûr, cette semaine, Picasso a fait l'actualité, car 9 œuvres de Picasso ont été cédées à la France par sa fille Maya via une dation. Alors Artistate a particulièrement fait l'étude de cas, car Pablo Picasso est décédé en 1973, a laissé derrière lui 45 000 œuvres d'art et bien sûr des nombreux biens immobiliers. L'absence de testament a amené les 7 héritiers à en rentrer dans un litige qui leur a coûté énormément de temps et d'argent, 6 ans, 60 réunions et 30 millions de dollars en frais juridiques pour parvenir à un règlement.
On imagine un véritable casse-tête, 45 000 œuvres d'art, c'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour l'art à la une, donc les actualités du monde de l'art cette semaine. Et on enchaîne à présent avec un sujet qui vous touche particulièrement quand vous souhaitez investir dans le monde de l'art, c'est à qui faire confiance et comment trouver un prix. Il y a des experts pour cela qui vont déjà déterminer si une œuvre appartient réellement ou si elle a réellement été réalisée par l'artiste en question. Et ensuite pour savoir combien il coûte, mais il y a également d'autres choses qu'on va regarder. On va en parler avec Judith Schoffel de Fabry, présidente de la Compagnie nationale des experts. Bonjour Judith Schoffel de Fabry. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Première question très rapide, pourquoi une Compagnie nationale des experts? C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que l'expert est toujours indépendant, qu'il travaille seul. Là, ils se réunissent au sein d'une compagnie. C'est nécessaire pour avoir plus de poids et être plus professionnel entre nous. Quand on est le statut d'expert, ça n'existe pas, on n'est pas protégé. Donc on a créé des compagnies pour que nous-mêmes, on ait plus de poids. Autoproclamé, on n'en a pas. D'accord. Quand vous dites que vous parlez d'autoproclamé, vous dites que vous n'êtes pas protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas d'expert, tout le monde peut être expert. Tout le monde peut être expert. D'accord. On ne fait pas des études d'expert pour ensuite être expert Picasso, par exemple. Non. Alors comment justement vous différencier et montrer que vous avez une expertise qui est importante à apporter à une œuvre d'art? Justement, en étant affilié à une compagnie, mais avant ça, il faut de l'expérience, un travail sur Picasso, par exemple, pendant au moins une dizaine d'années, avec des choses qui font référence. Et là, on va pouvoir rentrer dans une des 4 compagnies principales qui ont du poids et qui sont reconnues. Donc vous êtes sélectionné par la compagnie? Vous postulez et vous êtes accepté ou pas. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est la reconnaissance des autres experts qui va vous conférer cette légitimité en tant qu'expert. Des autres experts ou des musées ou de ce qu'on a pu faire. C'est pas que les études, c'est effectivement l'expérience qu'on a acquise et la compétence surtout. Un travail de longue haleine. Oui. Et donc en ce moment, le Salon international du livre rare et de l'objet d'art a lieu. Et vous vouliez proposer un label justement pour vous donner un peu plus de poids. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'élaborer avec les 4 principales compagnies d'experts qui sont la CEA, la CNE, la CNES et la FNEPSA. D'accord, donc 4 organisations finalement qui regroupent des experts avec des spécificités différentes. On est 548, on a tous... il y a beaucoup de libraires parce que le livre est multiple et après il y a toutes sortes d'antiquités et on est regroupés dans dans les 4 principales. Après, ce label, du coup, qu'est-ce que vous allez mettre derrière? Le label, c'est né un petit peu avant la Covid, et ça s'est vraiment accéléré avec la Covid, avec les ventes qui sont faites online surtout, et sans experts, donc qui ne protègent pas le collectionneur, parfois novice pendant la Covid, parce qu'ils ont été acheter des choses et ils n'avaient aucune expérience. Et pour ceux qui connaissent moins, parce qu'il y a des collectionneurs qui connaissent très bien. Donc ce label serait élaboré afin de garantir, avec des garanties supplémentaires, pour défendre le collectionneur. Donc ce serait, par exemple, sur chaque... Et commun à nos 4 compagnies. Mais ce n'est pas pour ça que toutes les expertises seraient labellisées. D'accord, mais ça veut dire qu'au moins, quand on aurait un livre, donc là on prend l'exemple du livre ancien, qui serait vendu en ligne, si jamais il y a le label en question, donc le label, il a un nom ce label ou pas forcément? Pas encore. Mais si jamais il y a le label en question, ça voudrait dire que les experts sont d'accord pour dire que ce livre a bien l'affiliation avec son auteur. Il est garanti expertisé avec une expertise, avec un poids supplémentaire. D'accord. Ok, donc en fait, on en revient à cette idée de confiance quand on achète une œuvre. Et là, décuplé avec le fait qu'on peut acheter en ligne, en fait, c'est pour contrebalancer des arnaques qui auraient eu lieu en ligne quand on achetait des livres anciens. Pas que des livres. Que, d'accord. Perdu. Il y a eu beaucoup d'arnaques durant la Covid lorsqu'on achetait en ligne. Il y a eu beaucoup de ventes en ligne, par exemple entre décembre 2020 et février 2021. Sur 50 ventes sur Interenchères, 29 étaient faites sans expert. D'accord. Et ça voulait dire que c'était 29 arnaques ou c'était 29 sans expert mais avec garantie. potentiel? D'accord. Et il faut savoir ce qu'on fait.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des successions ou autres qui... Non, pas forcément. C'est de tout, du tout venant, des Du gens tout qui venant, mettent en d'accord. vente. Et à votre avis, pourquoi? Parce que oui, vous m'aviez donné les chiffres, 2 tiers des ventes sur le premier trimestre se sont faites sans expert. Mm. Et à votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des frais en plus à chaque Alors fois? déjà parce que pendant la Covid, on ne pouvait pas venir voir les objets, les regarder, parce que ça allait plus vite, parce qu'ils faisaient des ventes un petit peu à la chaîne pour essayer de faire du chiffre, pour pallier aux visiteurs sur Drouot, par exemple. Mais avant la Covid, est-ce que c'était... Ça a commencé, mais je pense que le grand départ, c'est eBay, et ça a pris petit à petit. Et après, d'autres sites de vente en ligne comme ça, mais où on n'est pas garanti non plus. Après, si on paye des petites sommes pour certains, au lieu de toutes petites, l'arnaque, elle est petite, Oui. mais bout à bout, ça fait des sous. Donc si demain je vois sur internet qu'on a retrouvé un livre signé par Picasso où il aurait fait un dessin dessus dans un grenier et que ça aurait été donné à ma grand-mère, finalement il faut que je fasse attention s'il n'y a pas le label s'il n'y a pas le label qui vient certifier une expertise. Alors oui, tout à fait. Mais je pense que de toute façon, il faut aller voir visuellement et se déplacer et D'accord. parler et consulter plusieurs avis. Et venir peut-être avec un expert pour le coup, qui Oui. pourra certifier bah, si ça un vient ou ou non deux. de... Un ou deux, 3, d'accord. si Oui, vous oui, voulez. effectivement, Ça oui, dépend bien sûr, en tant pour qu'à un faire, mais livre, bon, faut en avoir pour 3 sous la main. Picasso, Mais Mais il y en a Par contre, beaucoup. hein. sur Internet, on voit qu'il y a plusieurs cabinets d'expertise qui proposent de faire des expertises via numérique. Est-ce que ça, c'est Alors, quelque chose justement dont il faut Nous, vraiment s'écarter? à la CNE, on ne fait pas d'expertise sur photo. Il faut voir l'objet, c'est en 3 dimensions. On ne voit pas tous les angles, on ne voit pas les usures, on ne voit pas la vraie couleur. On ne peut pas savoir si une signature est la bonne sur un tableau. On ne voit pas vraiment l'arrière. C'est Oui, ça semble biaisé un par petit peu, l'écran. Donc, il faut voir en réalité la pièce. Mais on peut faire des ventes en ligne avec un expert qui aurait déjà avalisé toute la vente. Hein. Oui. Mais il y a beaucoup trop oui, de ça, ventes les ventes aux sans enchères font ça expert. pour le coup. Les maisons de vente aux enchères, Mais il y a pas toutes, Parce d'accord. que les 29 sur 50, elles n'avaient pas d'expert. Et c'était des maisons de vente aux enchères, c'était pas des C'était particuliers. Non, c'était sur Interenchères. D'accord. Ok. Mais si un particulier ou un galeriste ne se tourne pas vers un expert, est-ce que c'est à cause des frais engendrés ou ce serait juste par manque de pédagogie? Alors, je pense que c'est par manque d'information. Je pense que le grand public n'est pas forcément au courant toujours de notre existence même. Donc, notre visibilité au salon permet à des gens de venir et de nous rencontrer. D'ailleurs, sur le salon, les 4 chambres, on fait des stands découvertes, un stand pédagogique où il y a des copies, des faux, des contrefaçons avec les bons à côté, que ce soit des Barbies ou des bouteilles de champagne ou des objets ethniques ou plein Parce de que choses. les faux vont jusqu'à toucher ce genre d'objet. On n'est pas juste sur des faux Picasso ou des faux... Je pense tout. Tout, Ce ouais. que je viens de vous citer, c'est ce que j'ai vu dans les vitrines hier. D'accord, ok. Donc il y a même des fausses Barbies. Mais parce qu'on peut acheter des Barbies comme des œuvres d'art pour le coup? Alors, Ou comme des objets d'art vu que c'est l'objet de... On va dire c'est que tout est collectionnable. D'accord, Et il oui, faut je laisser comprends. le temps au temps. C'est-à-dire sûr, que oui. les figurines, enfin les enfants qui avaient des cartes Pokémon, elles deviennent aussi rares et ils les revendent sur Internet. Est-ce que ça en fait une antiquité? Je ne sais pas, mais ça donne une valeur en tout cas Bien avec sûr. le temps, ouais. la Et donc rareté. il faut des experts. Voilà. Est-ce que vous avez un processus pour expertiser une œuvre? Bon, j'imagine que c'est très différent entre une Barbie et un Picasso, mais est-ce qu'il y a voilà, une rigueur qui est propre pour... Il faut faire le maximum de recherche et se donner les moyens de l'expertise. Mais par exemple, je pense que le plus parlant, c'est les fiches que font les libraires, où ils doivent vérifier entièrement les ouvrages, et ça s'appelle collationner. Chez nous, ça s'appelle pas du tout comme ça. Donc vérifier que l'ouvrage est complet. Sinon, la valeur n'est pas du tout la même. Parce que parfois, les gens découpent les livres pour faire une gravure et la faire encadrer. Et je vous ai amené la fiche d'une libraire qui a un très beau livre sur les roses du XVIIIe siècle. Ça, c'est une fiche de collationné pour cet ouvrage-là. Et c'est
très, très, très détaillé. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a dans le livre et ça vient certifier que le livre est L'état. complet. Alors, L'état du livre, d'accord. parce que comme ce sont des multiples, les livres, il faut vérifier Oui. s'il y a 702 pages, qu'il y a bien 702 pages, Bien sûr. l'état des pages, qu'il y a tous les illustrations, que tout est complet. Et vous L'état de la reliure. Vous parliez de valeur. Est-ce que c'est l'expert qui donne une valeur à l'objet? Alors, on donne une échelle de valeur. Il y a une échelle haute et une échelle basse, évidemment. Et au milieu, mais après, en vente aux enchères, on sait bien qu'il faut, à un moment T, au moins 2 acheteurs pour que les prix montent et qu'ils soient là au bon moment. Et finalement, c'est la volonté et les acheteurs qui vont fixer le prix final. Il y a quand même un prix moyen qui existe. Un prix en tout cas indicatif et moyen Voilà. donné par un expert. Merci beaucoup Judith Schoffel de Fabry. On comprend effectivement que pour naviguer dans ce monde de l'art, il faut quand même être accompagné, que ce soit vis-à-vis des arnaques ou vis-à-vis tout simplement de la valeur qu'on peut vouloir donner à une œuvre. Judith Schoffel de Fabry, je rappelle que vous êtes présidente de la Compagnie nationale des experts. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'art à la une. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.